Bonjour à tous, je m'appelle Tristan Philly. Je suis le CIO de SafeSky, qui est en fait une application qui permet de voir les trafics lorsque l'on est en vol. Et c'est un projet en fait qui me tient particulièrement à cœur. Je suis pilote ULM 3 axes. Je suis en copropriété d'un MCR en Belgique. Et en 2016, je venais rendre visite à mon papa. J'étais pas très loin d'ici, il habite à Amboise. Et à 4000 pieds, je me suis retrouvé avec un paramoteur en face de moi. J'ai eu super peur, il a eu super peur, je pense. Je ne l'ai pas vu, il ne m'a pas vu. Et le désarroi de se dire comment c'est possible qu'en 2016, on ne puisse pas avoir une conscience du trafic qui vole autour de nous. C'est ça qui a vraiment à l'origine démarré en fait le projet Safe Sky. Donc, quelques années plus tard, 4 ans plus tard, après des prototypages et différentes choses, et surtout un groupe d'amis qui sont devenus mes associés dans SafeSky en Belgique, on a créé SafeSky et on a essayé de partager avec vous, pilotes, l'expérience et les possibilités que la technologie nous offre pour se voir en vol. Très rapidement, que je te coupe. Oui, Vous avez déjà entendu parler de Safe Sky? J'imagine quand même, hein. Certains, hein. Certaines, oui. Bon. très bien. Bon, alors, on a un public conquis. Alors, avant de parler de SafeSky, l'idée, c'est plutôt d'essayer de contextualiser les choses d'une façon plus générale. Donc, on n'est pas là pour prêcher des situations de catastrophe ou des choses comme ça, mais plutôt d'avoir une conscience des réalités d'aujourd'hui, notamment le fameux vol VFR et voir et éviter. Ce sont des règles qui ont été érigées dans les années 50, à une époque où il y avait des aéronefs différents, des vitesses différentes et on volait à des altitudes différentes pour peu qu'on volait vraiment récréatif. Ces limitations, aujourd'hui, s'appliquent d'autant plus que aujourd'hui, deux trajectoires convergentes avec deux ULM 3 axes qui croisent à 250 km à l'heure. On se retrouve avec 500 km à l'heure. Je défie quiconque de voir ce trafic qui va venir à moins de 2 ou 3 secondes. Et c'est ça, en fait, que l'on voudrait mettre en évidence. Alors, il existe beaucoup d'études qui mettent en avant les limitations du vol VFR et des règles. J'en ai extrait 3 pour illustrer. Et la première, en fait, c'est que malgré ce que l'on croit, c'est que notre champ de vision est drastiquement réduit avec la vitesse. Un, un pilote d'une vingtaine d'années, en bonne santé, a une vision à peu près à 190 degrés avec la vision périphérique. Or, avec la vitesse, à 130 km à l'heure, cette vision, en fait, elle est réduite à 30 degrés. Alors, ça ne s'applique pas que pour l'aviation, c'est vrai pour la conduite automobile, c'est vrai, en fait, pour tous les déplacements. Et donc, avec une vision aussi réduite, même avec des techniques de scanning, bah, finalement, on ne voit pas forcément grand-chose. En tout cas, c'est forcément réduit. Et donc, prendre conscience de ça, c'est déjà, en fait, accepter qu'on ne voit pas grand-chose. Une des deuxièmes limitations que vous avez forcément tous vécu, bah, c'est tout simplement les conditions atmosphériques et tous les effets qui peuvent amener à un éblouissement. Ça peut être voler tout simplement avec le soleil de face en hiver quand il est 16 heures. Eh bien, la réalité, c'est que 85% de notre champ de vision est réduit tout simplement. Donc, on est en règle de vol à vue, on pratique du voir et éviter, mais en réalité, on ne voit quasiment rien. Troisième élément que j'ai ressorti, c'est en fait le temps qu'il est nécessaire pour pouvoir en fait assurer un évitement. Donc, il est reconnu en fait que le temps de scanner et que l'on arrive à percevoir un objet donc dans l'espace, on parle d'un dixième de seconde. En temps cumulatif, il va s'écouler à peu près une seconde entre le moment où on aura perçu un objet qui est en mouvement et se dire tiens, c'est un aéronef. À partir de ça, il va s'écouler 5 secondes supplémentaires pour se dire tiens, cet aéronef est en mouvement et il est convergent. Donc, il y a un risque de collision. Le temps de prendre une décision, en moyenne, ça va être 4 secondes. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à droite, je vais aller à gauche, je vais monter, je vais descendre, je ne sais pas. Il y a une période en fait d'incertitude et on est déjà à 10 secondes entre le moment où on a perçu l'objet et le moment où on va prendre une décision. Derrière ça, il y a des réactions musculaires. Donc, je vais déplacer mon manche, je vais appuyer sur mes paluniers, je vais faire quelque chose. Et il y a le temps de réaction de l'aéronef. En moyenne, il est reconnu que donc entre le moment où on a spoté quelque chose et le moment où on aura réagi, il va s'écouler 12 secondes et demie. Et ce temps va varier en fonction de l'expérience du pilote, son assiduité et son âge. Donc,
l'idée, c'est bien de relever que le vol VFR, c'est quelque chose qui est loin d'être sûr. Et j'imagine que tout le monde un petit peu dans l'Assemblée a déjà vécu une collision de très près. Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui ont déjà subi en fait ce type de choses, un trafic trop rapproché? Ça m'est arrivé, oui. Ouais. Je crois qu'au bar, on a tous des histoires à raconter. Alors, justement, dans ces histoires de rapprochement, en fait, il y a 3 circonstances qui conduisent à des collisions en vol, statistiquement. Les 3 scénarios qui augmentent. Le premier, c'est lorsque l'on vole en classe G à moins de 2000 pieds. La deuxième condition, c'est quand on approche un site touristique. Il y a une convergence de trafic, donc c'est logique, quand il y a une concentration, il y a plus de risques. Et la troisième cause, c'est lorsqu'on approche un aérodrome, surtout si cet aérodrome n'est pas connu du pilote. Et ça, c'est en fait les conclusions du dernier rapport de l'EASA sur la sécurité en Europe pour l'aviation générale et ULM. La troisième cause en fait d'accidents mortels en Europe, ce sont les collisions en vol. Donc, qu'est-ce que l'on fait avec ça? Eh bien, en fait, on peut se dire, tiens, l'EASA rapporte ça, mais quelle est la réalité? En fait, si vous avez un trafic qui passe très près de vous, vous avez en fait la possibilité, voire même vous avez normalement l'obligation de déclarer ce qu'on appelle un AirProx. C'est une déclaration administrative dans laquelle on va déclarer ce qui s'est passé, qui va conduire à une enquête et essayer, pas de blâmer l'un ou l'autre pilote qui était dans le scénario, mais plutôt en fait d'essayer d'apprendre des conditions qui ont amené à ça, essayer d'améliorer la sécurité au même titre que le BEA fait des rapports d'accidents. Des AirProx, c'est à peine quelques dizaines dans l'aviation générale pour l'Europe. En fait, nous, pilotes d'ULM et pilotes d'aviation générale, on est très peu sensibilisés à ce genre de choses et très peu de rapports sont remplis. Donc, du coup, quelle est la réalité? Ben, nous, avec SafeSky, on a analysé un petit peu ces choses-là. Ça, ici, les points que vous voyez sur cette carte, ce sont des airmises, donc des rapprochements de proximité que l'on a détectés avec SafeSky et qui représentent en fait une réalité de trafic trop près. Alors, si on enlève quelques trafics qu'on voit longitudinal et qu'on regarde en fait les points qui sont identifiés uniques, eh bien, les points uniques, c'est véritablement des ermises. Et les points qui sont plutôt continus, ça peut être des gars qui volaient en formation. Ça, c'est tout à fait possible. On n'a pas enlevé cette partie-là. Mais donc, si on regarde de plus près un exemple, dans l'Est de la France, eh bien, voilà typiquement le genre de choses que l'on a. Le point qui est ici, à l'ouest de Nancy, le 19 août, donc il n'y a pas longtemps, un risque de collision, donc un avion et un pendulaire. L'avion était au cap 107, donc direction est. Le pendulaire était au cap 78, donc au cap nord-est, donc comme représenté ici. L'avion était, lui, à 1883 pieds et le pendulaire à 1742 pieds. Ils sont passés l'un au-dessus de l'autre à 141 pieds. En gros, l'avion n'a certainement pas vu le pendulaire et il lui est passé directement au-dessus pour lui raser la casquette. Ça, c'en est un. On en a plusieurs centaines sur la France depuis le début de l'année et sur l'Europe, c'est plusieurs milliers. Ça, c'est une réalité. Et c'est une réalité que même les l'EASA a conscience, mais ne sait pas mesurer aujourd'hui. Donc, c'est énorme, hein, mais, plusieurs milliers plusieurs milliers en Europe. en Europe. Ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. Et dans les circonstances que l'on disait tout à l'heure, classe G, moins de 2000 pieds, site touristique et approche d'aérodrome. Donc, on essaie, nous, de travailler avec les ASA, avec les différentes DGTA pour apporter, en fait, une sensibilisation à tout ça. Parce que l'idée, en fait, c'est d'essayer, encore une fois, de comprendre les conditions qui peuvent mener, en fait, à ce type de circonstances. Est-ce que c'est certaines classes d'appareils? Est-ce que c'est l'expérience d'un pilote? Est-ce que c'est les conditions météo? Est-ce que c'est les airspace qui étaient trop rapprochés, qui créaient des goulots d'étranglement? Il y a certainement plein de raisons. Et ce qui est intéressant, c'est d'étudier, en fait, cette partie-là pour pouvoir identifier, en fait, ce qui mène en fait à ça et y travailler. Parce qu'il y a réellement en Europe des hotspots, des endroits vraiment où le risque est beaucoup plus important qu'ailleurs. Donc, conclusion, si on part du principe que dans le monde dans lequel on vit, on a ce type d'incident qui arrive, que l'on accepte que le vol VFR est aujourd'hui arrivé à ses limitations, la conclusion, c'est de se dire, eh bien, aidons-nous de la technologie, utilisons des systèmes anti-collision en vol, utilisons des systèmes transpondeurs pour pouvoir signaler en fait sa présence.
Au même titre que dans les années 2010, on volait principalement à la carte et à la montre. Aujourd'hui, je crois que vous êtes tous équipés d'un GPS et il n'y a pas grand monde qui vole à la carte, sauf si c'est pour le fun ou pour faire une aventure. Eh bien, aujourd'hui, on est quand même en 2023. On peut s'équiper d'un système qui va nous servir de troisième œil pour au moins avoir une conscientisation de ce qui se passe. Mais là, problème numéro 2. On est en Europe. Et le problème, c'est que si on utilise un transpondeur ou un système anti-collision, de quoi est-ce qu'on va parler? Eh bien, le bazar en Europe, c'est qu'il n'existe pas de standard. Chaque communauté de pilotes s'est organisée, s'est structurée autour de certaines technologies. Donc, dans ces technologies qui sont des technologies radio, on va trouver par exemple l'ADSB, qui lui est un vrai standard utilisé par les airliners et par une partie de l'aviation générale. Quand je dis aviation générale, moins de 10% de l'aviation générale est équipée en ADSB out pour transmettre sa position. Et encore moins est équipé en ADSB in pour pouvoir avoir un écran et montrer le trafic. Donc l'ADSB, on voit 10% de ce qui va circuler. Les planeurs, eux, se sont organisés entre eux et ils ont créé le système FLARM. Le système FLARM équipe à peu près 95% des planeurs en Europe. Génial, ils se voient entre eux. Mais le FLARM ne parle pas la même langue que l'ADSB. Et l'ADSB ne parle pas la même langue que le FLARM. C'est complètement idiot. Donc, moi, j'ai un ultralight MCR, je suis équipé en ADSB out, le FLARM ne me voit pas, et puis je ne vois pas le FLARM. Donc, on a deux systèmes qui sont pas mal répandus en Europe qui ne se parlent pas. Derrière, on a d'autres couches. On a le FANET qui est utilisé par les paramoteurs, un autre protocole radio qui ne parle pas la même langue. Quand on a des Anglais qui débarquent ici en France, ils utilisent un système qui est très populaire qui s'appelle Pilot Aware. Très bon système, mais ça ne parle pas le FLARM, ça ne parle pas la DSB. Complètement idiot. On a d'autres systèmes qui sont venus, qui sont très bons. On a le Flying Neuron, on a le Microtrack, on a la population paramoteur parapentiste et pendulaire qui s'est organisée autour de OGN Tracker, encore un autre protocole. Donc bref, vous l'avez compris, c'est vraiment un vrai bazar. Il y a plus de 15 protocoles aujourd'hui en Europe pour transmettre sa position. Et ils ne parlent pas la même langue. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on résout ça? Nous, moi je suis pilote comme vous, on s'est dit, on s'en fout, on ne veut pas rentrer dans une guerre pour dire que la DSB c'est mieux, équipons-nous en flamme ou peu importe. On est pilote et nous on s'est dit, on va trouver un mécanisme pour pouvoir agréger tout ce qui existe en fait en termes de protocole avec des stations au sol. On va les décoder et on va les présenter directement dans une application pour les pilotes pour qu'on ait accès en fait au maximum de choses. Donc on a créé cette application qui s'appelle SafeSky qui donc agrège ces 15 protocoles radio. Et donc, quand je vole avec SafeSky, eh bien, je vais voir des planeurs qui sont équipés en FLARM, de l'aviation générale qui va être équipée en ADSB, je vais voir des pendulaires en OGN Tracker, et ainsi de suite. Mais on ne s'arrête pas là, parce que tout le monde n'est pas équipé d'un transpondeur. Eh bien, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étendu en fait l'idée. Et ce que l'on a développé avec l'application, c'est qu'on utilise également son GSM ou sa tablette pour pouvoir envoyer sa position avec son téléphone et en retour recevoir les positions en fait des autres. Et on a étendu ça à plein d'autres logiciels et pas que l'application SafeSky. Aujourd'hui, on récupère en fait des trafics qui viennent du monde en fait du free flight, donc pendulaire, paramoteur et parapentiste. On est intégré nativement dans des applications utilisées par les paramoteurs comme Gaggle, Skytrax, Flightvario et plein d'autres. On est également intégré dans des logiciels de navigation comme EasyVFR et Air Navigation Pro. Donc, quand je vole avec AirNav Pro, je n'ai pas besoin d'avoir SafeSky. J'envoie forcément ma position et je vois tout le reste du trafic. On est également compatible avec les boîtiers électroniques pour peu que l'on achète justement un de ces systèmes e-conspicuous. Et on intègre de plus en plus d'opérateurs de drones pour commencer également à les voir. Donc, la carte que l'on essaie de jouer, c'est la carte de l'interopérabilité. Parce qu'en Europe, on ne va jamais standardiser quelque chose et vous n'avez peut-être pas, vous, envie d'investir 2 500 € dans un système qui parlera qu'une seule langue. Eh bien, nous, on est venu un petit peu dans le sac de nœuds pour aider avec ça. Alors, comment ça se présente? Là, j'ai lancé SafeSky sur mon iPad. Et donc, sur SafeSky, on voit en fait deux types de trafic. On voit des trafics en bleu et des trafics en noir. Donc, les trafics en bleu, ce sont des trafics, si je clique dessus, qui utilisent en fait uniquement SafeSky. Donc, celui que j'ai sélectionné ici, il utilise SafeSky, il est à 107 nœuds, il vole à 2300 pieds. Si on vient par ici, on a un autre trafic ici, à 1700 pieds,
Et donc, il utilise SafeSky. On a même une photo en fait de son appareil parce qu'il a choisi de voler en mode public et pas privé. Donc, il partage ses informations. Et là, tu es en direct, hein? Oui, je suis en direct. C'est le ciel en direct, là. Tout à fait. Donc, si on vient du côté de Blois ici, on est ici. Bon, il n'y a pas trop de trafic. Il y a beaucoup de trafic au sol, des gens qui n'ont pas éteint en fait leur SafeSky au sol. Et on a un trafic noir ici qui, lui, il est au taxi en fait. Il est au taxi et il est à Sineux. Et donc, il transponde en ADSB, en direct. Alors, pour bien comprendre, entre le bleu et le noir. Le bleu, c'est du trafic uniquement SafeSky. SafeSky, voilà. Le noir, c'est du trafic que l'on capture en fait radio. Celui que j'ai sélectionné ici, c'est un trafic ADSB. ADSB, ouais. Si on va par exemple dans les Alpes, ici, on va trouver des planeurs. Et bien, parmi les planeurs ici, celui-ci par exemple, cliquez dessus. Ce planeur ici, il est en flamme. L'avion qui est ici, il est en ADSB. Et alors, si on regarde par exemple ici un parapentiste, si je clique dessus, lui, il est aussi en flamme. Je vais essayer d'en trouver un autre ici du côté de Gap. Du côté de Gap, ils utilisent XC-Track, qui est une des applications les plus populaires du monde du paramoteur. Donc en fait, on ne vient pas altérer les habitudes du pilote. Il continue à utiliser XC-Track, mais maintenant, il partage sa position et voit également les autres trafics. Et donc, quand on va dans des régions justement comme les Alpes, on voit qu'il y a quand même pas mal de bazar. Et donc, ils sont directement visibles. Et celui qui est sur XC-Track, il verra ceux qui sont sur SafeSky uniquement. Oui. Non, il verra l'intégralité du trafic. Même les ADSB. Même s'il n'a pas l'appli SafeSky. Ah oui, tout à fait. Oui. Tous les systèmes auxquels on est compatible, donc c'est un échange bidirectionnel. Le but, c'est de les sécuriser aussi. Donc, quand j'utilise SafeSky, j'ai tout simplement l'application. Je clique sur décoller. Et donc, j'ai une vue radar en vol. Je peux zoomer dessus ou dézoomer. Et en fait, lorsqu'il y a un trafic qui est convergent, on va en fait avoir une alerte, un cône, également un son qui va nous dire trafic dans vos 2 heures 100 pieds plus haut. Et l'idée, c'est qu'on vole quand même en VFR malgré les limitations. Donc, si SafeSky nous a donné une information de trafic, c'est comme quand le SIV nous donne quelque chose. On oublie SafeSky, on travaille dehors, on regarde quand même dehors, on a eu l'information. Mais on sait beaucoup mieux où chercher en fait l'information. Parce qu'on dit toujours, il faut regarder dehors. Mais regarder, c'est pas chercher. Quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on va pas trouver grand-chose. Dans les rapports en fait d'ELEASA, il est démontré que lorsqu'on a une information de trafic, qu'elle vienne d'un système électronique ou qu'elle vienne d'un SIV, on a 8 fois plus de chances de spotter le trafic. Évidemment, on nous dit trafic 3 heures, 200 pieds, on sait où regarder. Donc ça, c'est un des fonctionnements en fait de SafeSky. Et un autre fonctionnement, suivant en fait le type de topologie qu'on a à bord, on a peut-être juste un téléphone, donc pas l'espace pour un grand iPad, en fait, on peut le connecter à un logiciel de navigation. Donc, SafeSky, il est compatible avec SkyDemon, SDVFR, Air Navigation, toute une autre panoplie. Et donc, en fait, comment ça se passe? Par exemple, je vais aller ici dans le partage de trafic. Je vais aller dans, ici, la liste des logiciels compatibles. Pour l'exemple, je vais choisir SkyDemon. Je vais faire décoller avec SafeSky. Je vais mettre SafeSky en arrière-plan, lancer SkyDemon, démarrer SkyDemon. Et là, ici, sur un seul écran, donc, je me retrouve avec une superposition des trafics et le mécanisme intégré avec le petit radar dans SkyDemon. Et donc, on a la même chose dans les autres logiciels. Donc, ça permet à ce moment-là de ne pas monopoliser son écran et d'avoir en fait une couche de trafic directement dessus. Il existe d'autres moyens, comme je disais tout à l'heure. Donc là, je vais arrêter SafeSky et je vais même complètement l'arrêter. Donc, si je lance par exemple Air Navigation Pro, directement, sans même lancer SafeSky, dans Air Navigation Pro, c'est déjà intégré. Les trafics SafeSky sont représentés dedans. Donc, je vois les planeurs, je vois les pendulaires, je vois les gens qui utilisent XC-Track, je vois les pilotes qui ont que SafeSky. C'est exactement la même chose, mais avec la facilité d'avoir ça directement dans une application. Voilà pour la présentation. Donc, j'espère que vous avez des questions et que je vais pouvoir vous aider à y répondre. Alors, question. Je vous apporte le micro, monsieur. Merci pour cette présentation. Bonjour. Le coût de l'application, tout simplement. C'est une excellente question. Je
pilotes comme vous. Et donc, dans notre ADN, le but a été de distribuer l'application de façon plus large. Tout ce que je vous ai montré dans la présentation fait partie de la version gratuite de SafeSky. Et il y a également une version premium à 34,99 € par an qui permet l'intégration dans les logiciels de navigation. C'est la seule option qui est payante dans SafeSky. Tout le reste est gratuit. Le premium permet quoi en plus, pardon? De s'intégrer dans un logiciel de navigation comme SkyDemon ou SDVFR. Tout le reste fait partie de la version gratuite de SafeSky. L'idée, c'est que c'est un peu comme l'écologie. Si je suis tout seul à faire le tri, ça ne sert à rien. Si on est tous ensemble pour le faire, eh ben, c'est forcément mieux. Donc, cette version gratuite fait partie de l'ADN de SafeSky. Et le but, c'est d'assurer la sécurité, d'avoir le maximum de bleu. Monsieur, il n'y a plus qu'à la télécharger. Hein, ah oui. Maintenant. Et ici, pour l'événement donc du mondial de l'ULM, il y avait à peu près 600 appareils qui étaient attendus à l'atterrissage et au décollage. La météo va faire qu'il y en aura sûrement moins, mais donc tous ont reçu en fait des codes avec SafeSky et c'était vraiment excellent ce matin de voir tous les trafics bleus de converger, surtout du sud de la France pour les raisons météo, mais on les voyait tous converger sur Blois et ça c'est très joli. Oui, bonjour. Bonjour. Vous dites que ça fonctionne avec la radio et avec le téléphone. En France, il y a encore des couvertures qui sont un peu désertes. Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Donc, SafeSky, c'est absolument pas une solution parfaite. Et SafeSky n'est pas à mettre en compétition avec des systèmes de plusieurs milliers d'euros électroniques basés sur la radio et tout ça. SafeSky, c'est juste quelque chose qui est simple et on n'a pas besoin d'investir, on prend juste son téléphone. Et évidemment, c'est basé sur la technologie mobile. Donc, statistiquement parlant, SafeSky existe depuis 3 ans. En France, jusqu'à 5000 pieds AGL, on a à peu près 80% de couverture qui fonctionne. Et alors, je vais mettre un petit bémol ici, c'est qu'en fait, quand je dis que ça fonctionne, quand vous êtes à 2500 pieds, il est fort probable que si vous voulez utiliser WhatsApp ou consulter un email ou envoyer un message ou une photo, ça ne va pas fonctionner parce que ça utilise l'Internet avec des protocoles comme HTTP et TCP. SafeSky utilise d'autres technologies. C'est une technologie qui s'appelle l'UDP. Ce sont des technologies qui permettent d'envoyer des paquets extrêmement courts, extrêmement fins. Et si jamais ça n'arrive pas, c'est pas grave. En fait, quand on a un suivi de trafic, si sur 1 heure de trafic, on a envoyé que, je sais pas moi, 90% des positions, les 10% qu'on a perdus, c'est pas encore très grave. Si dans 1 minute de vol, où il devrait y avoir 60 positions, une par seconde, on en a reçu que 45, ben c'est pas grave. Donc en fait, ce que l'on a fait comme technologie permet de contreparer les limites de l'Internet. Donc, jusqu'à 5000 pieds en France, on a environ 80% de couverture. Et là où ça marche le mieux, c'est en montagne. Parce qu'en montagne, les émetteurs téléphoniques sont installés au-dessus des sommets et sont orientés pour en fait couvrir les vallées. Et là, sans obstacle, on a des couvertures à 100%. Si vous consultez SafeSky et regardez les trafics bleus, vous verrez des trafics qui seront à 10 000 pieds, 12 000 pieds, et c'est pas du tout un souci. Là, par exemple, je me dis, là, si on regarde, si je prends ce trafic bleu, il est à 3000 pieds. Ce trafic ici est à 7900 pieds. Voyons voir, est-ce qu'il y en a d'autres? Celui-ci, il est au sol. Celui-ci, il est à 3600 pieds. Donc voilà. Et en tout cas, votre question est très pertinente. SafeSky, d'abord, ne voit pas tout et SafeSky ne marche pas tout le temps. Donc, si vous utilisez SafeSky, on vole VFR, ça, c'est la règle de base. Et l'outil qui est à côté, c'est comme un service de SIV. Ils ne voient pas tout non plus et ils ne vous disent pas tout parce qu'ils n'ont pas le temps ou ils ont autre chose à faire. Eh bien, là, c'est la même chose. Il faut le considérer comme un outil secondaire et accepter qu'il y a des limitations. Quand il n'y a plus de connexion Internet, un message apparaît qui masque en fait l'écran, qui dit « là, on ne voit plus rien ». Donc, en tant que pilote, on est conscient que on ne peut plus s'en servir pour être jusqu'à ce que ça revienne. Et puis, la troisième réponse à votre question, c'est comme je disais tout à l'heure, les 3 circonstances qui amènent à une collision, moins de 2000 pieds en classe G, survol de site touristique et approche d'un aérodrome. En général, on est à 2000 pieds ou moins de 2000 pieds sol. Et donc, quand on a besoin de SafeSky, normalement, c'est là où ça fonctionne le mieux aussi. Mais AFL 95, oubliez, ça ne marche pas. Mais ce n'est pas grave, on est en contrôlé. Donc, la problématique est tout à fait différente. Est-ce qu'il y a d'autres questions, messieurs, dames? Oui, monsieur. Oui, bonjour. Ça veut dire qu'il faut automatiquement une connexion Internet pour utiliser SafeSky en vol?
Oui, tout à fait. Oui. D'accord, donc un iPad qui n'a pas de GSM, ça ne fonctionnera pas. Ou alors, est-ce qu'on peut utiliser SafeSky sur le portable qui lui est connecté et l'envoyer vers le truc? C'est exactement la façon dont je vole. Donc moi, j'ai Mhm. un MCR, l'habitacle n'est pas très grand, et j'ai un iPad mini qui n'a pas de carte SIM. Donc j'ai mis mon iPad mini en fait au milieu du cockpit et j'ai mis un support de téléphone de voiture qui est sur le côté avec ventouse. Et donc mon iPad est connecté en partage de connexion Internet avec mon téléphone. SafeSky tourne sur le téléphone. Donc du coup, j'ai un radar sur un écran dédié et j'utilise l'écran de mon iPad mini qui n'est pas très grand, mais j'utilise au moins toute la surface pour avoir que la navigation et j'ai la superposition de trafic dans ce scénario-là. Donc ça fonctionne très très bien comme ça. D'accord, merci. Et alors, ce qui est intéressant dans cette topologie, c'est qu'en fait, ça nous apporte deux notions. En fait, SafeSky sur le téléphone, avec le radar, apporte des alertes de proximité. Donc, s'il y a un trafic convergent à 60 secondes, il se met à gueuler. Trafic devant, il y a un cône, ça se met à flasher. Ça vient perturber notre vision périphérique. On regarde, oula, trafic, et on travaille dehors. Et le fait d'avoir la superposition sur le logiciel de navigation, ça me permet d'avoir en anglais un situation awareness, une conscience de ce qui est devant nous. Donc, quand je vois sur mon SkyDemon que dans 10 minutes, il y a 8 planeurs qui sont en train de tournoyer, ils ne représentent pas un danger pour le moment, mais je ne vais pas me mettre dans le nid gap, je vais plutôt avoir tendance à les éviter. Donc, du coup, la topologie avec les deux écrans, ça remplit deux fonctions différentes qui sont intéressantes. Oui, ça vole sur les Alpes. Hein. Oui, bah oui. Oui, bonjour. Moi, je découvre complètement cette application. Donc, la question que je me pose, bon, moi, sur mon Giro, j'ai un transpondeur, j'utilise SDVFR. Ouais. Mais par contre, je sais que j'ai des copains qui volent en pendulaire, qui volent avec rien du tout. C'est ça. Donc, ces gens-là, on ne peut pas les voir. Alors, en fait, il y a deux options. Quand on vole en pendulaire, on utilise souvent une application qui permet d'avoir sa vitesse, son altitude, voir les zones où on peut voler. Donc, s'ils utilisent une des applications qui est compatible aujourd'hui avec SafeSky, alors ils apparaîtront dans SafeSky. La deuxième option, bah, c'est que tu dois parler à tes amis pour leur dire installer l'application gratuite de SafeSky, démarrer SafeSky. En vol, ils ont leur téléphone dans leur poche. Ils le gardent dans leur poche. Ils ne verront pas les autres, mais au moins, ils auront le sentiment d'être vus. Donc ça améliore aussi la sécurité. Et puis, enfin, vous, avec votre transpondeur, au moins, vous émettez un signal radio. Il faut le faire. Si vous avez la possibilité de vous équiper en FLARM ou en ADSB, vous devez le faire. Ce sont des bons systèmes. Mais par contre, pour voir les autres trafics, accompagné de SafeSky et son transpondeur, ça permet de voir les autres choses. Parce que sinon, ce que vous transpondez, c'est visible que par les SIV, en gros. D'autres questions? Monsieur, Oui, bonjour. Vous parlez de version gratuite et version payante, c'est quoi la différence? Donc, tout ce que j'ai montré tout à l'heure fait partie en fait de la version gratuite de SafeSky et le restera. La seule fonction qui est payante dans SafeSky, c'est lorsque l'on veut la connecter à son logiciel de navigation, comme SDVFR ou SkyDemon. C'est un abonnement à 34,99 € et c'est uniquement sur cette partie où on arrive à monétiser en fait les frais de développement. Mais aujourd'hui, on va dire que les trois quarts des pilotes utilisent la version gratuite, ce qui permet de créer du bleu, beaucoup de bleu. Et les pilotes qui vont voler plus, qui vont voler plus longtemps et qui ont le luxe d'avoir un logiciel de nav, eux, en général, prennent à ce moment-là la version payante à 34 € par an pour pouvoir avoir l'accessibilité dans le logiciel de nav, tout simplement. Oui, il y a d'autres fonctionnalités que je n'ai pas développées. On voit la trace de vol. On peut retrouver évidemment son historique. On a également des fonctions qui permettent en fait un petit peu social. Alors évidemment, je ne l'ai pas connecté, mais qui permettent de s'inviter entre amis. Et donc, quand nos copains décollent, s'ils ont accepté l'invitation, un peu comme un réseau social, eh bien, on les voit en l'air. Et on peut leur envoyer des messages. Donc, il y a des fonctionnalités comme ça qui font partie du premium, qui sociabilisent un petit peu. C'est peu utilisé, à part dans les événements. Par exemple, tout à l'heure, on avait les gars du Grand Prix du LM qui ont utilisé en fait beaucoup SafeSky à la fois pour la sécurité, mais aussi en fait pour se voir en l'air, savoir où étaient les gars. Et puis il y avait nous tous qui suivions en fait leur périple depuis le sol en les observant sur SafeSky. C'était vraiment génial. une question de monsieur. Oui, juste une toute petite question. Ça ne fonctionne pas sur iOS, hein, enfin, avec SDVFR,
on n'a pas SafeSky sur iOS. Est-ce que vous pensez qu'ils vont développer quelque chose ou ils resteront sur Android? La réponse est très simple. Dans les semaines qui viennent, à la fois la version iOS des SDVFR et d'Android sera compatible avec SafeSky. Tout à fait. Donc, on est en contact avec Laurent Jardillier, qui est le développeur. Et en fait, petit scoop, c'était prévu l'annonce pour Blois. Il n'a pas eu le temps de terminer, mais voilà, c'est dans les cartons et ça va sortir. Encore une ou deux questions? Voilà, est-ce que ça vous a éclairé? Un témoignage de monsieur. Bonjour, voilà, j'utilise SDFR, je suis à la fois paramotoriste et pilote d'autogire. Je trouve qu'il y a enfin, pour le développement pour les paramotoristes, il y a la trace de vol, c'est très important, je trouve, parce que donc en dehors du fait de se signaler, ce qui est vraiment, je le mets dans la poche, il y a la trace de vol. En cas de discussion avec des voisins, des environnements, on a parfaitement les traces de vol et ça peut beaucoup aider. Et ça évite aussi d'avoir un appareil plus coûteux. On l'a avec son téléphone. Donc, je pense que pour les paramotoristes, c'est un argument. Ouais. Ouais, tout à fait. Alors, en fait, pour les paramoteurs, ce que l'on s'est rendu compte, en fait, c'est que on s'est argumenté, on s'est expliqué que voilà, c'est pour leur sécurité. Alors, toi, en tant que paramoteur, tu as moins peur par la vitesse à laquelle tu voles, les endroits où tu voles, on a moins peur des autres, mais prendre conscience qu'au moins on est vu par les autres, c'est important. Mais on s'est rendu compte que pour les paramoteurs et pour les parapentistes et les pendulaires aussi, lancer en fait SafeSky, c'était un petit peu contraignant. Pourtant, c'est juste une application et il faut appuyer sur décoller, mais on n'y pense pas. On a la tête ailleurs, on est dans son vol et des choses comme ça. Et c'est pour ça en fait qu'on a vraiment fait ces efforts pour s'intégrer dans des logiciels de paramoteurs et de parapente pour ne pas en fait avoir à faire deux actions. Donc je ne sais pas ce que tu utilises comme application quand tu voles, si tu en utilises une. Tu utilises quoi? Ah, un boîtier électronique. Ouais, ouais, d'accord, ok. Donc celui-ci n'est pas compatible encore. Par contre, on est compatible avec le Skytrax, qui est un produit similaire. Et donc, l'idée, voilà, c'est de ne pas être intrusif et que on ne change pas les habitudes des parapentistes et des paramoteurs et qu'on puisse les voir. Et ce qui est vraiment magique cette année, c'est que on a véritablement réussi à créer une couche de trafic de paramoteurs qui sont en dehors de SafeSky, juste invisibles du monde entier. Et ça, pour notre sécurité, c'est quand même quelque chose. Monsieur? Oui, c'est pas une question. Bonjour tout le monde. Je suis Gilbert, je pilote du multi-axe à Mâcon et du pendulaire à Pizet. Et donc, à Pizet, on a du pendulaire, on a du paramoteur, on a du 3-axes, on a des ballons même. Et donc, personnellement, je ne l'utilise pas sur le pendulaire, mais je vais l'utiliser. Je parle de ton logiciel. Je l'ai utilisé hier pour la première fois pour venir à Blois sur mon 3-axes, couplé avec mon iPad mini, et ça marche vraiment très bien. Donc, je l'utilisais pour la première fois hier, c'est vraiment très intuitif, c'est vraiment très facile à utiliser. Bravo. Merci pour ces encouragements. En tout cas, c'est vraiment la philosophie de ce que l'on fait. C'est à la fois, c'est avant tout un projet de cœur. On est pilote comme vous. On était devant ce constat en fait de ne pas avoir cette conscientisation. On a fabriqué un produit avec notre expérience de pilote. Et si elle correspond alors à la vôtre et que c'est fonctionnel, alors la mission est remplie. Moi, j'aurais une question dans l'audience. En fait, combien utilise SafeSky aujourd'hui? Ouais. Bon. Mais donc, il y a. Oui. Alors, le petit point vert, en fait, c'est un outil de diagnostic. Quand on appuie dessus, alors, en fait, moi, j'ai une version de développeur, je suis un peu geek. La partie noire n'est pas censée apparaître, c'est juste la partie haute. Et ça permet, en fait, de voir si le système fonctionne. Donc, quand il pulse, en fait, en vert, c'est qu'il envoie et il reçoit correctement. S'il devient rouge, c'est qu'il y a une perte de connexion Internet et qu'il ne reçoit plus, tout simplement. Écoutez, donc l'idée, c'est que c'est un projet pour nous, pilotes. Le message que j'ai pour vous, c'est qu'on ne doit pas attendre des institutions européennes à résoudre nos problèmes du quotidien. Ce n'est pas l'EASA qui va venir avec une solution, ce n'est pas la DGTA, ce n'est pas des organisations de cet ordre-là.
Ici, on a fabriqué un outil qui, si nous, pilotes, décidons d'utiliser, alors on va se voir de plus en plus. Là, il y avait quoi? Il y avait peut-être 10% d'entre vous qui ont déjà utilisé SafeSky. Je vous encourage vraiment à l'utiliser. En plus, c'est gratuit. Et si on arrive à passer en fait la barrière dans laquelle on est vraiment tous solidaires et que l'on partage notre position en vol, eh ben, on peut vraiment améliorer la sécurité pour tous. Et on aura fait ça, nous, pilotes. Nous, on devient réellement acteurs de notre sécurité et on n'attend pas après les grandes institutions pour trouver des solutions magiques qui n'arriveront jamais. Voilà, c'est mon message.